J'ai 53 ans, et il y a 32 ans, j'ai vendu mon enfant. Ce n'est pas une métaphore, ni une exagération née de la culpabilité. C'est un fait nu, brutal, qui s'accroche à chaque respiration que je prends. J'ai pris de l'argent, j'ai signé un papier, j'ai tourné la tête. Je l'ai donné comme on se débarrasse d'un fardeau trop lourd, pour des épaules déjà usées. Sauf que ce fardeau avait un cœur qui battait. Je sais exactement combien j'ai reçu, mais je ne sais plus combien de temps je l'ai tenu dans mes bras. Je pourrais encore décrire la texture de l'enveloppe, le froissement sec quand je l'ai ouverte en cachette, mais pas la chaleur de son front contre ma peau. On croit que certaines images marquent à jamais la mémoire d'une femme. Pourtant, la mienne s'est remplie de blanc, de zones brouillées, où je n'ose plus entrer. Il y a des jours où je me demande si mon cerveau a effacé son visage pour me permettre de continuer à me lever le matin. J'ai honte. Une honte qui ne brûle plus en surface, mais qui s'est incrustée profondément, comme une odeur de fumée dans un vêtement jamais lavé. Je la porte depuis si longtemps qu'elle est devenue ma seconde peau. J'ai honte de la somme, dérisoire et immense à la fois. J'ai honte d'avoir accepté que la pauvreté puisse se mesurer en kilos de chair vivante. J'ai honte de m'être laissé convaincre que c'était mieux pour lui, alors que, au fond, c'était seulement moins insupportable pour moi. Je ne demande pas pardon. Pas à lui, pas à vous, pas à un Dieu quelconque. Le pardon supposerait qu'il existe un équilibre possible entre ce que j'ai fait et ce que j'ai ressenti ensuite, comme si des années de remords pouvaient compenser une seule seconde où j'ai lâché sa petite main imaginaire. Je ne demande pas qu'on me comprenne, qu'on m'excuse, qu'on répare mon histoire avec des mots plus doux. Je refuse même de me cacher derrière les circonstances, la jeunesse, la peur, la solitude. Tout cela est vrai, mais rien de cela n'annule le geste. Ce que je vais raconter ne sera pas propre, ni consolant. Ce ne sera pas l'histoire d'un sacrifice noble, ni celle d'une mère courageuse, sauvée par l'amour et la rédemption. Ce sera une vérité lourde, désagréable, qui colle au doigt et au cœur. Une vérité qui vous fera peut-être détourner le regard, comme on le fait devant quelqu'un qui s'effondre dans la rue. Je ne vous promets pas de le retrouver au bout du chemin, ni de vous offrir une fin qui apaise. Je peux seulement vous promettre que chaque détail sera aussi tranchant que le moment où j'ai compris que je venais de me séparer de lui pour toujours. Si vous continuez à m'écouter, sachez que vous entrez dans une vie construite sur un acte que rien n'a jamais réussi à effacer. Vous entendrez comment une femme ordinaire en est arrivée à poser son enfant sur la balance invisible entre la misère et la survie, et à choisir la survie. Vous verrez comment cette décision a fissuré tout ce qui est venu après. Chaque amour, chaque sourire, chaque silence. La vérité sera lourde, et je ne vous demanderai jamais de la porter à ma place. Je suis née dans une France que personne ne met sur les cartes postales. Pas de façade blanche au bord de la mer, pas de terrasse ensoleillée, ni de place où l'on s'attarde avec des verres qui brillent. Je suis née dans une ville qui sentait le métal, l'essence et la graisse, avec des immeubles gris serrés les uns contre les autres, comme des dents abîmées. Mon enfance a eu la couleur des cages d'escalier mal éclairées, des fenêtres qui donnent sur d'autres fenêtres, des hivers où le froid entrait par les murs comme un invité qu'on ne peut pas mettre à la porte. Chez nous, l'argent n'était pas un sujet, c'était une absence. Il manquait dans le frigo, dans les chaussures trop petites, dans les factures empilées sur la table. Ma mère se levait avant l'aube pour aller nettoyer des bureaux où elle n'avait pas le droit de s'asseoir. Mon père, quand il était encore là,
enchaînait les petits boulots qui l'usaient plus vite que les années. Puis, un jour, il n'y a plus eu que la chaise vide au bout de la table. Et cette absence-là aussi a fini par devenir une habitude. La pauvreté n'était pas une chute soudaine, mais un sol bancal sur lequel nous avions toujours marché. Très tôt, j'ai compris que mon rôle n'était pas de rêver, mais de aider. Ce mot revenait sans cesse, comme un refrain. Aider à faire les courses, aider à garder les enfants des autres, aider à compter les pièces avant de passer à la caisse. À 13 ans, je nettoyais déjà des escaliers pour quelques billets que je cachais dans une boîte en fer sous mon matelas. À 15, je servais des cafés dans un bar où mon corps était plus regardé que mon plateau. L'école est devenue un luxe que je ne pouvais plus me permettre. J'y allais de moins en moins, jusqu'à ce que les professeurs cessent de prononcer mon nom. Je regardais parfois les vitrines des agences de voyage, avec leurs photos de plages, de monuments, de couples souriants, et j'avais l'impression que ce pays-là, la France qu'on montre, n'avait rien à voir avec celui où je vivais. Le mien, c'était celui des bus en retard, des files d'attente interminables à la sécurité sociale, des logements sociaux qui se ressemblent tous, des quartiers où l'on apprend très tôt à baisser les yeux. Il n'y avait pas de romantisme dans ma vie, seulement des heures à compter et des factures à éviter. Je me suis habituée à la solitude comme on s'habitue à une pièce trop petite. Les amis d'enfance se sont perdus au fil des déménagements, des disputes, des changements d'école. Les gens passaient, restaient un peu, puis disparaissaient, absorbés par leur propre bataille. J'ai appris à ne pas trop m'attacher, à ne pas trop raconter, à garder pour moi les peurs qui m'empêchaient de dormir. La solitude n'était pas seulement l'absence des autres, c'était aussi l'idée que personne ne pourrait jamais vraiment comprendre ce que c'était que de vivre toujours juste assez pour tenir jusqu'à la fin du mois. C'est dans ce décor-là qu'il est apparu, pas comme un prince, pas comme un sauveur, juste comme un visage un peu différent dans le flot des clients habituels. Il parlait d'une autre vie, d'autres villes, d'endroits où les gens avaient le temps de faire des projets. Il posait sur moi un regard qui ne me réduisait pas à mon tablier ou à mon salaire. Avec lui, je me sentais moins invisible. Je n'ai pas cherché à savoir s'il disait toujours la vérité. À ce moment-là, j'avais plus besoin de croire que de vérifier. Il m'a emmenée dans des quartiers où je n'allais jamais, m'a offert des repas que je n'aurais pas pu payer en un mois de travail. Il parlait de « plus tard », comme si ce mot avait un sens, comme si l'avenir n'était pas seulement une répétition du même manque. Je me suis laissé bercer par cette illusion, par cette idée absurde que, peut-être pour une fois, quelque chose de bon m'était destiné. J'ai fermé les yeux sur les silences, les incohérences, les jours où il disparaissait sans prévenir. Je savais déjà ce que ça voulait dire, mais je refusais de le formuler. Quand il est parti pour de bon, il n'y a pas eu de scène, pas de valise claquée, pas de lettre d'adieu. Il a simplement cessé d'exister dans ma vie. Plus de messages, plus de visites, plus de visage à la porte du bar. Au début, j'ai attendu, trouvant des excuses à son absence. Puis j'ai arrêté d'attendre. Mais la place qu'il avait prise en moi ne s'est pas refermée. C'est dans ce vide-là que j'ai senti les premiers signes. La fatigue inhabituelle, les vertiges, le retard que je ne voulais pas compter. La grossesse n'a jamais été, pour moi, une promesse de bonheur. C'était une menace. Une alarme silencieuse qui me répétait que ma vie, déjà fragile, allait exploser. Dans mon monde, une femme seule avec un ventre qui s'arrondit n'inspire pas la tendresse, mais la pitié, le jugement, parfois le dégoût. Je voyais déjà les regards, les chuchotements,
les questions auxquelles je n'aurais pas de réponse. Je me voyais à la caisse du supermarché, un enfant sur la hanche, une angoisse permanente à la gorge. J'avais honte avant même que cela se voie. Honte d'être une de ces filles dont on dit qu'elles n'ont pas fait attention, qu'elles n'ont pas réfléchi. Honte d'avoir cru à quelques promesses vagues, à des mots murmurés entre deux vers. Honte de ne pas pouvoir offrir à cet être à peine commencé autre chose qu'une chambre minuscule, un frigo à moitié vide et une mère déjà épuisée. La nuit, allongée sur mon lit étroit, je posais la main sur mon ventre en espérant ne rien sentir, comme si l'absence de mouvement pouvait encore me rendre ma vie d'avant. Les semaines ont passé, et chaque jour réduisait un peu plus l'espace de mes illusions. Les vêtements commençaient à serrer, les nausées revenaient. Le corps parlait à ma place. Je pensais à ma mère, à son visage usé, à ses mains abîmées, et je ne voyais pas comment elle pourrait porter ce poids de plus. Je pensais à mon salaire, à mon quartier, à mon avenir déjà si étroit qu'il me donnait le vertige. Plus je regardais autour de moi, plus une évidence se dessinait brutale. Je n'avais nulle part où aller. Pas de famille prête à m'ouvrir une porte, pas d'amis assez stables pour m'accueillir, pas d'homme pour partager le fardeau. J'étais seule, avec un enfant qui grandissait en moi, comme une question à laquelle je n'avais aucune réponse. C'est ce jour-là, devant le miroir fêlé de ma petite salle de bain, que je l'ai compris vraiment. Il n'y avait pas de refuge pour nous deux dans le monde que je connaissais. Je ne les ai pas rencontrés dans mon quartier. Les gens comme eux ne viennent jamais là où les façades s'effritent et où les ascenseurs tombent en panne, un étage sur deux. C'est moi qui ai dû traverser la ville, changer de bus, marcher dans des rues où les vitrines brillaient plus fort que le soleil. J'avais l'impression de passer une frontière invisible, de quitter la France, que je connaissais pour une autre, plus propre, plus silencieuse, où même le bruit des voitures semblait mieux élevé. La première fois que j'ai vu leur immeuble, j'ai cru que je m'étais trompée d'adresse. La porte en bois massif, le digicode, le hall avec ses fleurs fraîches et son odeur de cire. Tout me disait que je n'avais rien à faire là. Je me suis vue, avec mes chaussures bon marché, mon manteau usé, mes mains rougies par les produits de nettoyage, et j'ai failli repartir. Mais j'avais leur nom écrit sur un petit bout de papier, et ce papier pesait plus lourd que ma honte. Ils m'ont accueilli avec une politesse impeccable. Pas de regard appuyé sur mon ventre, pas de grimace, pas de soupir. La femme m'a offert une chaise, l'homme m'a proposé un verre d'eau. Il parlait doucement, avec cette assurance tranquille de ceux qui ont toujours eu le choix. Leur appartement était vaste, lumineux, rempli de choses fragiles qui n'avaient jamais été en danger de se casser. Tout semblait à sa place, y compris eux. Tout, sauf moi. Ils m'ont dit qu'ils voulaient aider. Ce mot, je l'avais entendu toute ma vie, mais jamais avec cette intonation-là. Chez eux, aider ne sentait ni la fatigue ni le sacrifice. C'était un projet, presque une solution élégante. Ils savaient que j'étais seule, que je n'avais pas beaucoup d'argent, que la situation était compliquée. Ils ont prononcé ce mot comme on pose un diagnostic, sans jugement apparent, avec une forme de distance professionnelle. Ils ne me demandaient pas de tout raconter. Ils savaient déjà l'essentiel. Et c'était plus dérangeant encore. Il y avait dans leur voix une chaleur calculée, pas de vraie curiosité, pas de compassion débordante, mais une sorte de bienveillance froide, bien tenue, comme un manteau de bonne qualité que l'on prête sans jamais le perdre de vue. Ils m'ont parlé de stabilité, d'éducation, d'avenir, de ce qu'un enfant a besoin pour grandir dans de bonnes conditions. Chaque mot était choisi avec soin,
polis par l'habitude. On sentait qu'ils avaient déjà réfléchi longtemps avant de me voir, que je n'étais qu'une étape dans un plan déjà tracé. L'argent n'est pas venu tout de suite dans la conversation, mais il était là dès le début, invisible, posé entre nous comme un objet qu'on fait semblant de ne pas remarquer. Quand ils ont enfin prononcé des chiffres, ce fut sans gêne, sans ostentation. Simplement, calmement, comme on évoque des frais inévitables. Ils parlaient de compensation, de sécurité, de garantie pour moi. Il ne s'agissait pas seulement de donner l'enfant, mais aussi de m'assurer que je ne manquerais de rien pendant un moment. Le ton restait doux, presque neutre, mais chaque phrase m'enfonçait un peu plus dans l'idée que mon ventre était devenu une sorte de contrat. Ils ont posé des conditions sans jamais les nommer ainsi. Ils préféraient parler d'accord, de compréhension mutuelle. Il faudrait que je disparaisse après la naissance, que je ne cherche pas à savoir, que je ne revienne pas, pour le bien de tout le monde, surtout pour le bien de l'enfant. Il répétait cette expression comme un bouclier moral. Pour son bien, il valait mieux qu'il n'y ait pas de confusion, pas de double vie, pas de mère pauvre qui réapparaît un jour à la porte. Il disait cela avec une logique implacable, presque apaisante. Dans leur bouche, ma propre absence devenait une forme de générosité. Il n'y avait pas de menace. Personne ne haussait le ton. Personne ne me pressait. Au contraire, ils insistaient pour que je prenne le temps d'y penser. Ils me rappelaient que la décision serait la mienne, que personne ne pouvait me forcer. Mais chaque détail de la pièce, chaque phrase prononcée, chaque silence calculé me rappelait à quel point nos mondes étaient différents. Eux avaient les moyens de transformer un enfant en avenir, en héritier, en projet. Moi, je l'avais seulement transformé en problème impossible à résoudre. À mesure qu'il parlait, une sorte de calme étrange s'est installé en moi, comme si la panique qui m'accompagnait depuis des semaines trouvait enfin une forme, une issue. Tout ce qui m'effrayait, la pauvreté, le jugement, l'isolement, semblait, dans leur discours, pouvoir s'effacer. Ils me peignaient un futur où je pourrais recommencer, où je ne serais plus prisonnière de cette maternité imposée. Pour lui, ce serait une grande maison, des écoles privées, des vacances, une chambre à lui seul. Pour moi, ce serait un loyer payé, quelques mois sans compter chaque pièce, peut-être même la possibilité de changer de travail. Plus il décrivait ce tableau, plus la solution paraissait rationnelle, presque évidente. Qui étais-je pour refuser à cet enfant une telle chance? Qu'avais-je à lui offrir, à part ma fatigue et mes regrets? Dans leur logique, le choix se résumait à 2 chemins. Une vie difficile avec moi, une vie protégée avec eux. Ils ne le disaient pas brutalement, mais chaque mot dessinait cette opposition. Et peu à peu, j'ai commencé à me voir moi-même comme le danger, comme le risque à éviter. Ce qui me trouble encore aujourd'hui, c'est la façon dont, à ce moment-là, tout a semblé presque raisonnable. Comme si le simple fait de s'asseoir dans leur salon bien rangé avait déplacé la frontière entre le bien et le mal. Je ne voyais plus un acte monstrueux, mais une forme de pragmatisme. Une équation où l'enfant gagnait et où, par hasard, je gagnais aussi un peu de répit. C'était propre, organisé, quasi administratif. On parlait de formulaires, de démarches, de médecins. Jamais de déchirement. En sortant de chez eux ce jour-là, l'air de la rue m'a paru plus froid que d'habitude. J'avais dans mon sac un numéro de téléphone, des instructions, la promesse que tout se passerait bien. Je marchais en me répétant leurs phrases, leurs arguments, comme un chapelet inversé. À chaque pas, la décision me semblait plus solide, plus défendable.
presque altruiste. Et pourtant, quelque part, très loin au fond de moi, une petite voix murmurait déjà que ce que je m'apprêtais à faire n'avait plus rien d'humain. Qu'en acceptant leur aide, je n'offrais pas seulement mon enfante à une autre vie, je l'arrachais à la mienne, comme on arrache une page d'un livre pour la recoller dans un autre. Une page qui, désormais, ne me appartiendrait plus. Je n'ai pas senti le début comme dans les histoires que l'on raconte. Il n'y a pas eu de cri soudain, pas de dramatique montée. Juste une douleur qui s'est glissée en moi au petit matin. D'abord comme une vague un peu plus forte que les autres, puis comme un courant qui ne s'arrêtait plus. Mon ventre se serrait par à coups, durcissait, se relâchait, revenait à la charge. Chaque contraction semblait vouloir fendre mon corps en deux, comme si tout ce que j'avais gardé enfoui depuis des mois remontait en même temps. J'avais l'impression que mes os se dilataient, que ma colonne vertébrale devenait un fil brûlant. À l'hôpital, les lumières étaient trop blanches, les voix trop rapides, les gestes trop sûrs. On m'a installée sur un lit. On a attaché une ceinture autour de mon ventre pour écouter ce qui se passait à l'intérieur. Le bruit régulier du cœur de l'enfant résonnait dans la petite pièce, un battement précipité qui contrastait avec ma propre respiration hachée. Mon corps tremblait entre les spasmes, mes mains cherchaient quelque chose à saisir, mais il n'y avait que les draps rêches et le métal froid de la barre du lit. J'étais à la fois pleine et déjà vide, prise dans un mouvement irréversible. La peur ne m'a pas envahie d'un seul coup. Elle montait par paliers, comme la douleur. Peur de ce qui allait arriver à mon corps, peur de ce qui allait arriver à cet enfant, peur surtout de ce qui allait arriver après. Chaque fois qu'une contraction me coupait le souffle, je me surprenais à souhaiter que tout s'arrête, que le temps se suspende, que rien n'advienne vraiment. Puis la douleur revenait, plus forte, et avec elle la certitude que, qu'importe ce que je souhaitais, quelque chose était en train de se séparer en moi pour toujours. Les heures se sont mélangées. On me disait de respirer, de pousser, de tenir encore un peu. La sueur coulait dans mon dos, dans mon cou. Je sentais l'odeur acide de mon propre effort. Mon bassin me brûlait, mon ventre semblait prêt à éclater. À un moment, j'ai eu la sensation que mon corps n'était plus à moi, qu'il était devenu un simple passage, un couloir étroit par lequel on faisait glisser une vie pressée de sortir. Il y a eu un dernier cri de mon côté, un dernier ordre du leur. Et puis soudain, un silence, suivi d'un autre son. Un cri aigu, nouveau, étranger. On l'a posé sur moi quelques secondes. Sa peau était chaude, humide, plus légère que ce que j'avais imaginé. Il ne pesait presque rien, et pourtant, son poids me traversait jusqu'aux os. Je n'ai pas eu le temps de chercher son visage en détail. J'ai vu une bouche qui pleurait, des yeux à demi fermés, une petite main qui s'ouvrait et se refermait dans le vide, comme si elle cherchait déjà quelque chose à quoi s'accrocher. Je lui ai effleuré la joue du bout des doigts. C'était une caresse maladroite, tremblante, la première et la dernière à la fois. On me l'a repris très vite, avec des gestes professionnels. Pas de brutalité, pas de précipitation. Seulement cette efficacité clinique qui ne laisse pas de place à l'hésitation. On m'a parlé de vérification, de soins nécessaires, de routine. Les mots flottaient au-dessus de moi, détachés de leur sens. Je suivais des yeux le petit corps qui s'éloignait, enveloppé dans du tissu blanc, porté par des bras qui n'étaient pas les miens. Une partie de moi attendait qu'on me le ramène, qu'on me dise que c'était normal, que ce n'était qu'un examen. Une autre savait déjà qu'avec cette porte qui se refermait, quelque chose venait de se clore définitivement.
La douleur a changé de nature après ça. Mon ventre se vidait, mon corps se relâchait, mais une autre brûlure prenait la relève, plus sourde, plus vaste. On m'a recousu, nettoyé, repositionné. On a replacé les draps, ajusté les machines, noté des chiffres sur un dossier. Je me sentais creusée et vidée, comme si on avait retiré une pièce essentielle de ma structure. Le lit était le même, la chambre aussi. Mais moi, je n'étais déjà plus exactement celle qui y était entrée. Plus tard, une femme au sourire maîtrisé étant venue me voir. Elle avait ce ton calme qu'on adopte avec les malades qui ne doivent pas s'agiter. Elle m'a parlé d'un accord, de signatures à refaire, de documents à compléter. Sa voix glissait sur moi sans vraiment me toucher, jusqu'à ce qu'elle prononce une phrase qui, elle, s'est plantée profondément. Elle a dit que, légalement, une fois les papiers finalisés, je ne serais pas reconnue comme la mère. Que pour l'administration, pour l'état civil, pour le monde, je ne serais rien de plus qu'un nom entre parenthèses, quelque part, ou peut-être même pas. Ces mots se sont incrustés en moi comme une écharde. Vous ne serez pas sa mère. Pas plus sa mère. Pas sa mère de naissance. Non, simplement pas sa mère. Tout ce que mon corps venait d'endurer, tout ce sang, ces heures, ces contractions, tout cela semblait se dissoudre dans une formule administrative. On me retirait un mot, avant même que j'aie eu le temps de le prononcer. On m'ôtait le droit de me nommer ainsi, même en silence. Je n'ai pas protesté. Ma gorge était sèche, mes lèvres craquelées, mon esprit perdu entre la fatigue et l'anesthésie morale que je m'étais imposée pour tenir. J'ai hoché la tête, j'ai pris le stylo. Ma main tremblait à peine. J'avais l'impression de signer non pas un document, mais l'effacement programmé de ce que je venais de vivre. Chaque lettre de mon nom s'alignait au bas de la page, comme un renoncement supplémentaire. On ne me l'a pas ramené, pas même pour un dernier regard. On m'a dit que c'était mieux ainsi, pour éviter les attachements inutiles. Cette expression s'est ajoutée à la phrase qui me hantait déjà. Attachement inutile. Comme si le lien que je ressentais, même flou, même fragile, n'était qu'un excès, une complication à éviter dans un processus qui devait rester fluide. Mon corps, lui, n'avait pas reçu le message. Mes seins se sont gonflés de lait pour un enfant qu'on avait déjà rangé ailleurs. Chaque montée me rappelait son absence. Chaque douleur nouvelle ajoutait une couche à celle qui ne portait plus de nom. Allongée dans ce lit trop propre, je me suis sentie comme une salle qu'on vient de vider après une fête qui n'a pas eu lieu. On avait tout enlevé, ne laissant derrière que des traces imperceptibles, quelques marques sur le sol, une odeur presque dissipée. Officiellement, bientôt je ne serai rien pour lui. Pas une mère, pas même une erreur. Juste une femme qui était passée par là. Et dans ce glissement silencieux, dans cette façon méthodique de me retirer du récit, j'ai compris qu'on venait de me voler quelque chose de plus vaste que mon enfant. Le droit même de dire un jour « mon fils ». Les jours qui ont suivi ma sortie de l'hôpital se ressemblent dans ma mémoire, comme des images surexposées. Je me vois marcher dans la rue avec un sac en plastique à la main, le ventre encore douloureux, les jambes lourdes, sans qu'aucun signe extérieur ne trahisse ce qui venait de se passer. Mon corps portait des marques invisibles, un vide sourd sous la peau, des tiraillements dans le bas-ventre, des montées de lait que je tentais d'ignorer en serrant les bras contre ma poitrine. Le monde, lui, continuait avec une indifférence parfaite. Les bus arrivaient à l'heure ou en retard. Les vitrines se remplissaient de nouvelles collections. Les gens riaient devant les terrasses. Rien ne s'était effondré. À part moi. J'ai repris le travail plus vite que ce que les médecins recommandaient. Rester chez moi signifiait
rester seule avec les pensées qui tournaient en rond dans ma tête. Au bar, au moins, le bruit couvrait un peu ce vacarme intérieur. Je servais des cafés, des bières, des verres de vin, avec des gestes que mon corps connaissait par cœur. Mes mains allaient d'un bout du comptoir à l'autre pendant que, derrière mon sourire mécanique, je calculais en secret l'âge qu'il avait maintenant. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Je l'imaginais dans une chambre propre, dans des draps qui sentaient sur la lessive chère, bercés par des voix calmes. Je m'accrochais à cette image comme à une bouée, même si elle me poignardait à chaque fois. J'ai essayé de vivre normalement. C'est ce que je me répétais. Sortir, travailler, payer mon loyer, faire les courses, parler de la pluie, du gouvernement, des prix qui augmentent. Je faisais semblant d'être comme les autres. Mais tout en moi s'était déplacé d'1 millimètre, suffisamment pour que rien ne soit plus jamais parfaitement aligné. Je riais parfois, par réflexe, mais le son me paraissait étranger, comme s'il sortait de la bouche de quelqu'un d'autre. Dans le miroir, je cherchais des traces visibles de ce que j'avais fait. Il n'y en avait pas, juste des cernes un peu plus marquées, une fatigue qui s'installait en profondeur. La culpabilité n'était pas un coup de tonnerre, mais une pluie fine et constante, qui ne s'arrêtait jamais. Elle me suivait partout, se glissait dans les gestes les plus banals. Quand je passais devant un magasin pour enfants, je sentais ma gorge se serrer. Quand une cliente venait avec un bébé dans les bras, mon regard fuyait, trop vite, ou au contraire s'accrochait trop longtemps. La nuit, je me réveillais en sursaut, persuadée d'avoir entendu un pleur. Je mettais quelques secondes à me rappeler qu'il n'y avait personne à consoler chez moi. Je restais alors allongée dans le noir, les yeux ouverts, à écouter le silence comme une accusation. J'ai tenté d'aimer après lui, ou plutôt j'ai tenté de me laisser aimer. Des hommes sont passés, certains doux, d'autres pressés, quelques-uns sincères peut-être. Je les laissais approcher juste assez pour ne pas paraître totalement fermée. Puis je reculais. Le contact d'une main sur mon ventre me donnait envie de fuir. Les phrases sur l'avenir, sur les projets, sur les enfants un jour, me coupaient la respiration. Comment aurais-je pu parler d'un futur alors que je portais un passé que je refusais de nommer? À chaque fois qu'un lien menaçait de devenir sérieux, je trouvais un prétexte pour le rompre. Il valait mieux casser une relation que risquer la question qui brûlait au bord de toutes les autres. « Et toi, tu en veux des enfants ?» Je n'ai jamais su répondre à cette question sans mentir. Dire non aurait été admettre que j'en avais déjà eu un et que je l'avais laissé partir. Dire oui aurait été accepter l'idée qu'un autre pourrait prendre la place de celui que j'avais vendu. Alors je restais dans le flou. Je changeais de sujet. Je riais. Je disais que ma vie était compliquée, que le travail me prenait tout. Ces esquives sont devenues une seconde nature. Peu à peu, j'ai construit autour de moi une sorte de coquille, assez épaisse pour tenir les autres à distance, assez fine pour me laisser tout ressentir de l'intérieur. Le temps passait et avec lui, la peur prenait une nouvelle forme, celle d'être découverte. Au début, je croyais que le secret ne vivait qu'entre moi et cette famille, qu'il se résumait à quelques feuilles signées, à un dossier classé dans un tiroir. Mais plus les années s'écoulaient, plus j'avais le sentiment que tout le monde pouvait lire sur mon visage ce que j'avais fait. Quand quelqu'un me regardait un peu trop longtemps, je me demandais s'il savait. Un simple « tu as l'air fatigué » me paraissait chargé de sous-entendus. Je craignais les rencontres fortuites, les coïncidences. Qu'un jour, au détour d'une rue, une voiture s'arrête, une femme en descende, un adolescent apparaisse à ses côtés, et que, sans un mot, tout se dévoile.
Je développais des réflexes étranges. J'évitais certains quartiers, certaines rues résidentielles. Je traversais rapidement devant les écoles, comme si le fait de regarder des enfants courir dans une cour pouvait attirer sur moi un châtiment particulier. Lors des rares repas de famille élargie, je me sentais étrangère à ces conversations sur les naissances, les anniversaires, les grands-parents fiers. J'avais l'impression d'être une intruse dans le monde, de ceux qui ont des liens qu'ils n'ont jamais marchandés. Un soir, des années après, alors que je rangeais le bar, une collègue a lancé une phrase en parlant d'un client régulier. Il travaillait, disait-elle, pour des gens très riches, dans le bon quartier. Tu sais, là où il y a eu cette histoire. Elle n'en savait pas plus, seulement des bribes. Un accident, un drame, quelque chose arrivé à une famille qu'on croyait à l'abri de tout. Le client en avait parlé à demi-mot, sans détail, mais avec ce ton particulier qu'ont ceux qui ont assisté de loin à la chute de ceux d'en haut. Ces quelques mots ont suffi à faire remonter tout ce que j'avais tenté d'enterrer. Une famille très riche, un quartier que je connaissais trop bien pour n'y être allée qu'une fois. Une histoire, un drame. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, comme ce jour-là, à l'hôpital, quand on écoutait les battements d'un autre que moi. Je n'ai rien demandé tout de suite. J'ai fini ma tâche, j'ai fermé la caisse, j'ai éteint les lumières. Mais à l'intérieur, quelque chose avait déjà commencé à se fissurer. Les jours qui ont suivi, j'ai tendu l'oreille à chaque conversation. J'espérais et je redoutais à la fois d'en entendre plus. Finalement, c'est en rangeant des verres qu'un collègue a reparlé de cette famille où tout a mal tourné. Il évoquait un scandale discret, un revers de fortune, peut-être un problème de santé, un enfant qui n'allait pas bien. Les versions changeaient selon la bouche qui les portait. Rien de précis, rien de sûr, seulement un nuage de rumeurs autour d'un nom que je n'osais pas prononcer à voix haute. Je me suis surprise à calculer. L'année approximative, l'âge possible de l'enfant, le temps écoulé depuis ma visite dans ce grand appartement trop lumineux. Les chiffres s'alignaient d'une manière qui me donnait la nausée. Il aurait pu avoir 10 ans, 12, 15, selon la version. Assez vieux pour souffrir, assez jeune pour ne pas comprendre. On parlait d'un changement brutal, d'une vie dorée qui se fissurait. De l'extérieur, cela ressemblait à un simple potin sur les riches qui ont leurs problèmes eux aussi. Pour moi, c'était autre chose. La preuve que peut-être ma décision n'avait pas acheté la sécurité que l'on m'avait promise. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis assise au bord du lit, le manteau encore sur le dos, et j'ai laissé les images défiler. Lui, enfant, dans des pièces trop grandes. Lui, adolescent, pris dans des histoires d'adultes qui se déchirent. Lui, peut-être malade, peut-être perdu. Je n'avais aucun fait, seulement des hypothèses. Mais elles suffisaient à renverser l'équilibre fragile sur lequel j'avais construit ma survie. Toute ma justification tenait sur une phrase. Avec eux, il sera en sécurité. Si cette phrase tombait, que restait-il de moi, sinon une femme qui avait abandonné son enfant pour rien? C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en profondeur. Jusqu'alors, j'avais vécu en me répétant que je n'avais pas eu le choix, que j'avais fait le mieux possible dans une situation impossible. Les rumeurs, même floues, même contradictoires, ont arraché ce voile. Si le monde dans lequel je l'avais envoyé n'était pas plus sûr que le mien, alors mon sacrifice perdait son dernier semblant de sens. La culpabilité que je portais depuis des années n'était plus seulement un poids, elle devenait une question sans réponse qui commençait à me dévorer. Si rien de tout cela ne la protégeait,
Qu'ai-je vraiment fait de mon enfant? Je ne saurais pas dire quel a été le moment exact où quelque chose en moi s'est retourné. Ce n'était pas un éclair, pas une révélation soudaine, mais plutôt une lente accumulation de pensées, de phrases entendues à demi-mot, de nuits blanches, où son absence prenait toute la place dans la chambre. Pendant des années, je m'étais interdit de prononcer mentalement les mots « le retrouver ». Je me contentais de survivre avec l'idée qu'il vivait quelque part, dans une autre histoire que la mienne. Puis un jour, cette idée ne m'a plus suffi. Une autre phrase s'est imposée, obstinée. Je veux savoir, ce désir n'avait rien d'héroïque. Ce n'était pas celui d'une mère courageuse, qui part à la recherche de son enfant, contre vents et marées. C'était un mouvement plus obscur, un refus tardif de me contenter de ce qu'on m'avait laissé. J'avais donné mon corps, mon nom, ma place. On m'avait demandé de disparaître, et j'avais obéi. Mais en apprenant que leur vie à eux n'avait rien eu de cette perfection stable qu'on m'avait vendue, une révolte discrète s'est levée en moi. Si tout était brisé, là-bas aussi, de quel droit me refusait-on jusqu'au droit de regarder les morceaux? Je n'avais ni adresse certaine, ni contact direct. Il ne me restait que des souvenirs flous. Un nom sur une plaque, une rue, un quartier, un cabinet d'avocat où j'avais signé. J'ai commencé par la seule chose que je me sentais encore capable de faire. Écrire. La feuille blanche devant moi me terrorisait. Quel ton adopter? Que dire? Qui suis-je pour eux? Une erreur à oublier? Une menace? Une tâche à effacer? Ma main tremblait au-dessus du papier. J'ai commencé par la vérité, sans détails inutiles. Je me suis présentée comme celle qui avait porté l'enfant, sans utiliser le mot « mère » que l'on m'avait déjà refusé. J'ai expliqué que je ne revendiquais rien, que je ne voulais pas bouleverser sa vie, seulement savoir s'il allait bien, s'il vivait encore, s'il était quelque part. Les phrases sortaient lentement, hésitantes, comme si chaque mot devait traverser une couche de honte accumulée. J'ai évité les reproches, les accusations. J'avais trop peur qu'au premier signe de colère, la lettre finisse directement à la poubelle. Quand j'ai écrit son prénom, celui qu'ils avaient choisi et que j'avais entendu une seule fois, dans ce bureau trop silencieux, j'ai senti quelque chose se rompre en moi. C'était comme écrire le nom d'un mort dont on n'a jamais vu le corps. Je ne savais même pas s'il répondait encore à ce nom-là. Peut-être lui en avait-on donné un autre, plus adapté à leur monde. Peut-être n'étais-je déjà plus que la seule à me souvenir de cette première appellation fragile. J'ai recopié l'adresse dont je me souvenais, celle de cet appartement aux grandes fenêtres. J'ai glissé la lettre dans une enveloppe, collé le timbre avec une minutie presque ridicule, comme si la précision de ce geste pouvait influencer le reste. Au moment de la déposer dans la boîte jaune, j'ai eu envie de la reprendre. Tant qu'elle était dans ma main, tout restait possible, y compris le silence. Une fois glissée dans la fente, elle devenait une question posée au monde, et je ne contrôlais plus rien. Je l'ai laissée tomber. Le bruit sec de l'enveloppe qui touche le fond a résonné en moi bien plus fort qu'il n'aurait dû. Les jours suivants, chaque passage du facteur devenait une épreuve. Je feignais l'indifférence, mais mon cœur s'accélérait au moindre froissement de papier dans le couloir. Je surveillais ma boîte comme une sentinelle, tout en redoutant d'y trouver une réponse. Rien ne venait, ni lettre, ni carte, ni recommandé. Le silence lui-même prenait forme, devenait presque un interlocuteur. Peut-être avait-il déménagé. Peut-être la lettre avait-elle été renvoyée, perdue, ouverte par quelqu'un d'autre. Peut-être l'avait-il lue en silence, puis déchirée sans un mot. Ne plus rien faire devenait insupportable. Alors, un matin, j'ai décidé d'y aller.
Le quartier était comme dans mes souvenirs, peut-être même plus lisse encore. Les façades avaient été ravalées, les vitrines semblèrent plus chères, les voitures garées le long des trottoirs brillaient comme des promesses. Je marchais en comptant les numéros, avec cette impression absurde d'être revenu sur une scène de crime. Chaque pas me rapprochait d'une version possible de ma propre lâcheté. Devant l'immeuble, rien n'indiquait que quelque chose avait changé. La porte en bois, le code, le hall lumineux. J'ai attendu qu'un habitant entre ou sorte pour me glisser derrière, comme une intruse. Mes mains étaient moites, mon souffle court. Au 3e étage, la plaque portant leur nom n'y était plus. À la place, un autre patronyme, inconnu, froid, parfaitement anodin. J'ai regardé ce rectangle de métal comme on regarde une pierre tombale, sans inscription. J'ai quand même sonné. Une femme que je n'avais jamais vue m'a ouvert. Je me suis présentée vaguement. J'ai parlé d'un ancien couple qui habitait ici, d'une connaissance perdue de vue. Elle a haussé les épaules. Ils étaient partis depuis des années, m'a-t-elle dit. Elle ne savait pas où. Avant eux, il y avait eu des travaux, du bruit, puis le calme. Rien de plus. Pas de traces, pas de souvenirs précis. Juste des cartons qui passent et des noms qui changent. En sortant, j'ai tenté le cabinet où nous avions signé à l'époque. Là encore, les choses avaient bougé. Nouvelles plaques, nouveaux horaires, un décor rénové. Au secrétariat, une jeune femme m'a regardée, avec une politesse vide, pendant que je bredouillais que j'avais eu affaire, autrefois, à un avocat dont je me souvenais à peine du nom. Elle a tapé sur son clavier, consulté quelques dossiers, puis m'a répondu que les archives de cette période-là avaient été transférées, que le cabinet avait changé de structure, que certaines affaires, probablement, avaient été clôturées et détruites. Clôturées et détruites. Les mots ont glissé dans mon estomac comme des pierres. Je l'ai remerciée. Je suis sortie et je me suis retrouvée sur le trottoir, les mains vides. Tout ce que je pensais retrouver, une adresse, un indice, un papier oublié, s'était évaporé. On avait rangé cette histoire dans la catégorie des choses dont on ne garde pas de traces. Mon enfant, mon accord, mon renoncement, tout cela n'existait plus que dans ma mémoire. J'ai tenté une autre approche, plus maladroite encore. Une lettre à l'hôpital pour demander un extrait, une confirmation, quelque chose prouvant qu'un jour, à telle date, j'avais mis au monde un enfant. La réponse est arrivée quelques semaines plus tard, impersonnelle, rédigée dans un langage administratif impeccable. Les dossiers étant anciens et certaines décisions confidentielles, il ne leur était pas possible de me transmettre davantage de renseignements. On y mentionnait un numéro, une référence, mais nulle part le mot « fils », nulle part un prénom. Je n'y apparaissais que comme un cas, une ligne dans un système. À force de frapper à des portes qui s'ouvraient à moitié pour se refermer aussitôt, j'ai commencé à comprendre que le mur n'était pas seulement fait de temps, mais de volonté. On avait soigneusement effacé les traces. Le changement d'adresse, la réorganisation du cabinet, la destruction des archives. Tout cela formait un puzzle cohérent. Il ne devait rester nulle part, à part dans mon corps et dans ma mémoire, la preuve de ce que j'avais été. Le moment où cela m'a frappé de plein fouet, c'est en relisant la lettre de l'hôpital. Une phrase en particulier m'a brûlé les yeux. Nous ne trouvons pas, à ce jour, d'éléments permettant de confirmer la filiation demandée. La filiation demandée. Comme si le lien que je revendiquais, si tard, si maladroitement, n'était qu'une hypothèse à vérifier parmi d'autres. Pour eux, je n'étais qu'une femme qui insistait sur un passé incertain. Pour moi, c'était l'histoire la plus réelle de ma vie.
Là, dans la lumière crue de ma cuisine, entourée de tasses ébréchées et de factures en retard, j'ai senti une vérité glacée se poser sur moi. On avait réussi à faire de mon enfant quelqu'un qui, administrativement, n'avait jamais été à moi. Je pouvais répéter « mon fils » autant de fois que je le voulais entre mes 4 murs. Le monde, lui, ne me reconnaissait aucun droit sur ce mot. Sur le papier, je n'étais liée à personne. C'était comme si, au-delà de l'avoir vendu, je l'avais aussi effacé, comme s'il n'avait jamais existé que dans un interstice étroit, entre un ventre et une signature. Je ne saurais pas dire combien de temps s'est écoulé entre ma première tentative avortée de le retrouver et le moment où la vérité a commencé à se dessiner. Les années se superposaient, grises, ponctuées de petits gestes quotidiens qui me donnaient l'illusion d'une vie normale. Je travaillais, je payais mon loyer, je vieillissais, mais derrière chaque action, il y avait cette phrase qui ne me quittait plus. Quelque part, il existe, avec ou sans toi. Cette idée était devenue à la fois mon seul réconfort et mon pire supplice. C'est un détail insignifiant, en apparence, qui a relancé la mécanique. Une conversation volée au comptoir, encore une, comme celle qui m'avait déjà mise sur la piste du drame dans cette famille. Un homme parlait de questions d'héritage, de ces histoires de compliquées, où l'argent déchire les gens qui semblaient pourtant au-dessus de tout. Il a prononcé un nom de famille que je n'avais pas entendu depuis des décennies, mais qui s'est imprimé en moi comme une brûlure. Mon cœur s'est arrêté une seconde, puis s'est mis à battre trop vite. Ils n'étaient plus seulement un souvenir flou. Ils existaient encore, à travers des rumeurs d'avocats et de testaments. Je suis rentrée chez moi avec cette nouvelle corde tirée dans ma tête. Héritage, testament, succession. Tous ces mots tournaient autour d'un autre, que personne ne prononçait, mais que je lisais entre les lignes. Héritier. J'avais vendu mon enfant à des gens qui n'en avaient pas, qui cherchaient à construire une lignée. Ce jour-là, brusquement, une hypothèse que j'avais toujours refoulée s'est imposée. Et s'il n'avait été pour eux qu'une pièce dans une stratégie familiale? Une solution bien présentable à une absence embarrassante? Je n'avais ni les moyens, ni les compétences pour fouiller les archives officielles, mais le temps m'avait appris une chose. Les riches font tout pour se cacher, et pourtant, ils laissent toujours échapper des traces. Un article dans un journal local, une brève dans une rubrique économique, un avis de décès publié pour bien montrer qu'on a existé. J'ai passé des soirées entières à feuilleter des journaux dans la bibliothèque municipale, à faire défiler des noms qui ne me disaient rien. J'avais l'impression d'être ridicule, de courir après un fantôme, et pourtant, je continuais. Un jour, je suis tombée sur un texte plus long que les autres. Il ne parlait pas d'eux directement, mais de l'affaire qui les avait impliqués quelques années plus tôt. Il était question de gestion douteuse, de fonds mal placés, de procès discrets pour éviter le scandale. Quelques lignes mentionnaient aussi des tensions familiales autour de la question de la succession, sans autres détails. Je suis restée longtemps penchée sur ces mots, jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Tension familiale, succession, discret. Tout cela dessinait en creux une histoire où l'argent n'avait pas apporté la paix qu'on m'avait promise. Je me suis obstinée. J'ai recoupé des dates, des lieux, des initiales. J'ai fini par trouver la mention d'un fils, dans un ancien article, bien antérieur aux rumeurs de scandale. Il n'y avait ni photo ni description, juste son prénom, celui que j'avais entendu une fois, dans ce bureau où j'avais signé. Le voir imprimé noir sur blanc m'a coupé le souffle. Il avait grandi,
Il existait assez pour être mentionné comme le fils unique du couple. Cette formule m'a transpercée. Fils unique, pour eux, oui. Pour moi, il était aussi le seul. Mais je n'avais pas le droit de le dire. D'autres bribes sont apparues. On évoquait, quelques années plus tard, un jeune homme fragile, marqué par une adolescence difficile. On parlait de séjour en institution spécialisée, de suivi médical. Les mots n'étaient pas précis, mais ils suffisaient à redessiner sa silhouette. J'avais imaginé un enfant protégé par les murs solides d'une maison bourgeoise. Je découvrais un adolescent ballotté entre des structures, pris dans le langage aseptisé des médecins et des experts. Il n'était plus ce bébé que j'avais senti si brièvement contre ma peau. Il était devenu un problème à gérer, à encadrer, à normaliser. Je me suis surprise à chercher des excuses pour eux. Encore. Peut-être avait-il fait ce qu'il pouvait. Peut-être qu'il avait en lui une fragilité qui n'avait rien à voir avec l'argent, avec moi, avec la transaction qui nous avait séparés. Mais plus je lisais ces formulations, plus je reconnaissais un schéma que j'avais déjà vu ailleurs. Quand quelqu'un ne rentre pas dans le cadre qu'on avait prévu pour lui, on finit par le considérer comme un dérèglement, une faute de la nature ou de l'éducation. On le confie à des institutions, on le laisse aux mains de spécialistes. Une mention plus tard, a tout fissuré. Il était question d'un changement de nom, de formalité administrative pour simplifier la situation. Quelques mots perdus dans un article juridique, mais qui, pour moi, disaient tout. On avait fini par le rebaptiser, officiellement, par effacer jusqu'à cette première identité que j'avais portée 9 mois en moi. Il était devenu, sur le papier, quelqu'un d'autre. Un autre patronyme, une autre histoire, une autre lignée. On avait coupé le dernier fil qui, même de loin, aurait pu me ramener à lui. Je n'arrivais pas à décider ce qui me faisait le plus mal. De savoir qu'il avait à utiliser comme héritier, moulé dans un rôle beaucoup trop lourd pour un enfant, ou de découvrir qu'une fois dérangeant, il avait été mis de côté et traité comme un encombrant. Tout indiquait que l'argent avait d'abord servi à l'élever, à l'éduquer, à le présenter comme le futur de cette famille. Puis, lorsque les failles étaient apparues, cet argent avait changé de fonction. Il avait permis de le cacher, de le placer, de signer d'autres papiers, d'acheter d'autres silences. Je pensais à mon propre renoncement, à la somme qu'on m'avait donnée. Elle me paraissait désormais ridicule, presque grotesque, face au montant évoqué dans ces affaires. J'avais accepté si peu pour effacer autant. Eux, en revanche, avaient dépensé sans compter pour tenter de le transformer en quelqu'un qu'il n'était pas, puis pour atténuer les dégâts, quand il n'avait pas joué le rôle attendu. L'argent n'avait pas été un bouclier, seulement un outil pour prolonger l'illusion, puis pour maquiller l'échec. La phrase que j'avais en tête depuis le début de cette histoire a fini par se renverser. Je me l'étais répétée comme un mantra pour tenir debout. Avec eux, il sera en sécurité. Maintenant, chaque nouvelle information murmurait autre chose. L'argent n'a rien sauvé. Il n'avait pas empêché le désastre familial, pas évité la pression, pas adouci ses séjours en institution, pas préservé son identité. Il avait simplement rendu le naufrage plus silencieux, plus discret, mieux enveloppé. Je ne sais toujours pas exactement où il est aujourd'hui. Les dernières traces s'arrêtent sur des mots vagues. Transfert, changement, suivi, confidentialité. Ce que je sais, en revanche, c'est que la vie qu'il a eue n'a rien à voir avec celle qu'on m'avait décrite. Il n'a pas été ce fils parfaitement intégré, souriant sur des photos de vacances, protégé de tout. Il a été balancé entre les attentes d'adultes
qui projetaient sur lui leur manque et une société qui ne sait que faire des êtres qui ne rentrent pas dans ces cases. La vérité à laquelle je n'étais pas prête, ce n'était pas seulement qu'il avait souffert, c'était de reconnaître que ma décision, que je m'étais forcée à maquiller en sacrifice nécessaire, n'avait pas tenu ses promesses. J'avais cru, ou voulu croire, quand le confiant à plus riche, à plus puissant, je lui offrais une forme de salut. Je comprends maintenant que je l'ai seulement déplacé d'un monde brutal à un autre, plus sophistiqué mais tout aussi impitoyable. Quand cette prise de conscience s'est imposée complètement, je me suis retrouvée assise à la même table où, des années plus tôt, j'avais écrit ma première lettre. Mes mains étaient plus ridées, mes yeux plus ternes, mais le geste était le même. Tenir un stylo, hésiter, vouloir parler à quelqu'un qu'on ne connaît plus. Je ne savais pas si ma lettre le trouverait, ni même s'il voudrait la lire. Je ne savais pas quel nom écrire sur l'enveloppe. Mais pour la première fois, je n'écrivais pas pour demander s'il allait bien. J'écrivais en sachant qu'il avait été blessé, brisé peut-être, d'une manière que je ne pourrais jamais réparer. Je lui ai parlé sans me cacher derrière les illusions. Je n'ai pas écrit que j'avais voulu son bonheur. J'ai seulement dit que j'avais eu peur, que j'avais choisi la facilité déguisée en sacrifice, et que ce choix ne l'avait pas protégé. Je lui ai demandé s'il se sentait parfois étranger à sa propre vie, comme si quelqu'un avait décidé pour lui du rôle qu'il devait jouer. Je lui ai dit que, même si l'argent avait entouré son enfance, il n'avait pas servi de bouclier, seulement de décor. Au fond, la vérité à laquelle je n'étais pas prête, c'est celle-ci. Je ne suis pas seulement la femme qui l'a vendu. Je suis celle qui a cru qu'on pouvait acheter pour son enfant une vie meilleure, comme on paie un loyer plus cher pour un appartement plus lumineux. J'ai confondu sécurité et confort, stabilité et contrôle. Je l'ai livré à un système qui ne lui a laissé aucune place pour être simplement lui-même. Et aujourd'hui, la seule chose que je peux affirmer avec certitude, c'est que l'argent que j'ai reçu, celui qu'ils ont dépensé, tout ce qui a circulé autour de lui, n'a pas réussi à faire ce qu'on en attendait. Il ne l'a pas sauvé. Je vieillis sans m'en rendre compte et puis, un matin, le miroir finit par ne plus mentir. Les rides ne sont plus seulement des lignes de fatigue. Elles sont devenues une écriture que je ne contrôle pas. Mon corps rétrécit. Mes gestes se font plus lents. Mes nuits plus courtes. Il y a des jours où je monte les escaliers en m'arrêtant au milieu, la main crispée sur la rampe. Et je me surprends à penser, si je tombe ici, qui viendra me relever? La mort n'est plus une idée lointaine, théorique. Elle s'est rapprochée, silencieuse, s'assoit parfois au bout de mon lit, quand je n'arrive pas à trouver le sommeil. Longtemps, j'ai cru que le temps finirait par faire taire ce que j'ai fait. Pas l'effacer, non, mais l'adoucir, comme une photo qui pâlit. C'est l'inverse qui s'est produit. Plus les années passent, plus le contraste se renforce. Les détails se floutent, mais l'essentiel devient plus tranchant. Je peux oublier ce que j'ai mangé la veille, mais pas la sensation de sa peau chaude et humide contre la mienne. C'est quelques secondes à l'hôpital. Je cherche parfois mes clés pendant des heures, mais je n'ai jamais oublié la somme exacte qu'ils m'ont donnée pour lui. La vieillesse a cette cruauté-là. Elle déleste le cerveau de l'accessoire et laisse l'irréparable en pleine lumière. Avec l'idée de la mort vient une autre question plus sourde. Que restera-t-il de moi? Pas en termes de meubles, d'objets ou de comptes bancaires. Je n'ai jamais possédé grand-chose. Mais que restera-t-il de mon histoire? De ce que j'ai été vraiment? J'ai passé ma vie à cacher la partie la plus importante de moi, à me présenter comme une femme sans enfant,
comme si mon ventre n'avait jamais porté personne. Si je disparais ainsi, sans rien dire, est-ce que cela voudra dire qu'il n'aura existé que pour quelques médecins, pour une famille étrangère, pour des dossiers aujourd'hui détruits? Je me retrouve face à un choix que j'ai repoussé pendant des décennies. Parler, écrire, ou me taire jusqu'au bout. Parler. À qui? Il n'y a personne autour de moi qui puisse porter cette histoire sans s'effondrer ou me juger. Les rares proches que j'ai gardés ont leur propre vie, leurs propres secrets. Je ne sais pas si j'ai le droit, si j'ai même l'utilité de déposer ce poids sur leurs épaules, alors que je l'ai porté seul si longtemps. Me taire, c'est continuer ce que j'ai toujours fait, protéger les autres de la vérité, en me condamnant à la ruminer en silence. Alors il me reste l'écriture. Le papier, encore, comme la seule surface assez neutre pour accueillir ce que je n'ose pas dire à voix haute. Je m'assois à la table de la cuisine, avec le même stylo que pour les lettres, que je ne sais même pas s'il a lu. Mes mains sont plus lentes. Il faut parfois que je m'arrête pour soulager une crampe. Chaque mot pèse plus lourd qu'avant. Mais cette fois, je n'écris pas pour obtenir une réponse. Je n'écris pas pour qu'on me dise s'il va bien, s'il vit, s'il se souvient. J'écris comme on dépose un témoignage avant de partir. Je commence par lui, non pas en l'appelant « mon fils », mais en parlant à lui comme à un homme que je ne connais pas. J'essaie de lui dire la vérité, toute nue, sans ornement. Je lui raconte la peur, la pauvreté, la solitude, mais pas comme des excuses. Je les décris comme le décor dans lequel j'ai pris la pire décision de ma vie. Je ne lui écris pas que je n'avais pas le choix. J'ai compris depuis longtemps que c'est faux. Il y a toujours un choix, même quand il est monstrueux. Moi, j'ai choisi la porte la plus facile pour moi et la plus violente pour lui. Je lui dis que je n'attends pas son pardon, que je ne le réclame pas, que je ne le mérite pas. Le pardon supposerait qu'il ait envie, un jour, de rétablir un équilibre entre nous, de peser ma douleur contre la sienne. Je n'ai pas ce droit. Je peux seulement reconnaître ce que j'ai fait, sans phare, et accepter que pour lui, cela reste peut-être à jamais impardonnable. Je ne lui demande pas non plus de me comprendre. Comprendre, ce serait s'approcher trop près de ce que j'étais alors, de cette jeune femme terrifiée qui croyait que l'argent était une porte de sortie. Je préfère qu'il garde la distance, qui lui sera nécessaire. Je me demande s'il lira ces pages un jour. Peut-être qu'elles resteront dans un tiroir, découvertes trop tard par une main étrangère, qui ne saura pas quoi en faire. Peut-être qu'elles seront perdues, brûlées, jetées sans être lues. Peut-être qu'il n'entendra jamais ma voix, ni à travers le papier, ni autrement. Cette incertitude ne m'effraie plus autant qu'avant. Ce qui compte maintenant, c'est d'avoir cessé de me cacher devant moi-même, de ne plus enrober cette histoire de mots comme sacrifice, protection ou meilleur avenir. La peur de mourir ne vient pas seulement de ce que je vais perdre, mais de ce que je laisse derrière. J'ai peur de disparaître en emportant avec moi la seule preuve de notre lien. J'ai peur que le monde continue à le considérer comme le fils unique d'une famille qui l'a voulu, modelé, abîmé, sans que jamais n'apparaisse l'ombre d'une autre femme, quelque part, qui a saigné pour lui. Je ne réclame pas une place dans sa vie. Je réclame seulement le droit d'avoir existé dans la sienne, ne serait-ce que comme une faute originelle. J'accepte aujourd'hui que cette faute est entièrement mienne. Je pourrais répéter qu'on m'a manipulée, que la société ne laisse pas de place aux mères pauvres, que tout était contre moi. Tout cela est vrai, mais rien de cela ne retire mon geste. La seule chose qui me reste, à mon âge, c'est la possibilité de ne plus me mentir. Oui, j'ai vendu mon enfant. Oui,
J'ai cru que l'argent et la respectabilité le protégeraient. Oui, j'ai découvert trop tard que l'argent ne sauve personne, qu'il ne fait que maquiller les blessures. Je ne sais pas comment il me voit, s'il pense encore à moi, s'il est au courant des circonstances de sa naissance. Peut-être que, pour lui, je ne suis qu'une silhouette floue, une mention dans un dossier, quelques lignes médicales. Peut-être qu'on lui a parlé de moi comme d'une femme instable, irresponsable, incapable de le garder. Peut-être qu'il préfère ne pas savoir. Ce droit-là aussi, je le lui reconnais. Le droit de tourner le dos à celle qui l'a mise au monde et l'a livrée à d'autres. Alors je fais le seul geste qui me semble encore honnête. J'écris jusqu'au bout. Je pose les mots que j'ai fuis, ceux qui brûlent, ceux qui m'ont empêché de dormir. Je ne cherche pas à arranger mon image, à me rendre plus supportable. Je ne dis pas que j'ai fait de mon mieux. Je dis simplement que j'ai fait ce que j'ai fait et que j'en porte la responsabilité entière. Je ne demande pas à être rachetée, ni par lui, ni par qui que ce soit. Si un jour ces phrases arrivent jusqu'à ses yeux, peut-être les refermera-t-il après quelques lignes. Peut-être ira-t-il jusqu'au bout, par curiosité, par colère, par besoin de comprendre. Je n'y serai plus pour le voir. Je n'entendrai pas le verdict qu'il portera sur moi. Il restera libre de me haïr, de m'effacer, de m'ignorer ou de me ranger dans une catégorie sans nom, entre la victime et le bourreau. Cette liberté, je ne peux pas la lui enlever. Je vis désormais chaque jour, avec une certitude fragile, mais qui est tout ce qu'il me reste. Je ne sais pas s'il me pardonnerait, s'il en avait la possibilité. Je ne sais même pas s'il le souhaiterait. Peut-être que, pour continuer à vivre, il a dû apprendre à ne plus penser à moi. Mais au moment où je sens le temps se refermer, une seule phrase demeure en moi, plus solide que toutes les autres. Je ne sais pas s'il me pardonnerait. Mais je sais que je n'ai jamais cessé d'être sa mère. On raconte souvent que le temps finit par tout arranger. Je regarde mes mains posées sur la table, les veines qui affleurent, les taches brunes. Et je sais que c'est faux. Le temps ne répare rien. Il ne fait que déposer une fine poussière sur ce qui aurait dû rester net, tranchant. Il m'a laissé vieillir autour de mon geste, comme un arbre qui pousserait autour d'un clou enfoncé trop tôt dans son tronc. Le clou est toujours là. Il a seulement disparu sous l'écorce. Je vis seule, entourée d'objets qui n'ont pas de mémoire pour moi. Quelques photos floues, où je ne souris jamais vraiment, des vêtements que je garde trop longtemps, des papiers administratifs qui s'empilent dans un tiroir. Rien qui parle de lui. Il n'y a pas de portrait d'enfant accroché au mur, pas de dessin jauni sur le frigo, pas de cahier d'école oublié quelque part. Ma vie est celle d'une femme sans descendance visible, comme si mon corps n'avait jamais servi à autre chose qu'à me porter moi-même d'un endroit à un autre. Parfois, je m'assois près de la fenêtre et je regarde les passants. Je calcule vite fait les âges. Celui-là pourrait être lui, s'il avait grandi dans un quartier comme le mien. Celui-là aussi, avec son sac sur l'épaule, son air fatigué. D'autres encore, mieux habillés, l'allure assurée, le téléphone collé à l'oreille. Il pourrait être parmi eux, ou très loin d'ici, ou déjà sous une pierre que je ne connaîtrai jamais. Il existe quelque part entre ces possibilités, ou il n'existe plus. Je n'ai aucun moyen de trancher. Je me surprends parfois à imaginer une rencontre impossible. Un regard qui s'attarde, une phrase échangée, un malaise confus sans qu'aucun de nous ne sache pourquoi. C'est une faiblesse de vieille femme, un scénario trop tardif. La réalité est plus simple, plus brutale. Il est probable que nous passions l'un près de l'autre un jour, ou peut-être que cela est déjà arrivé, sans que rien,
ni en lui ni en moi, ne se soulève pour nous prévenir. 2 inconnus de plus dans une ville qui en est pleine. On dit qu'il faut faire la paix avec soi-même avant de mourir. Je ne sais pas ce que cela voudrait dire pour quelqu'un comme moi. Je ne cherche plus à me pardonner. Ce serait me manquer de respect une dernière fois. Je n'essaie pas non plus de transformer mon histoire en leçon, ni en avertissement. Elle n'a pas de morale claire, seulement des conséquences. Je me contente de la regarder en face, maintenant que je n'ai plus grand-chose à perdre, et de reconnaître qu'elle est plus lourde que ce que mes épaules n'auraient jamais dû porter. Il me reste une question, une seule, que je n'adresse pas à lui, mais à vous qui me écoutez, vous qui avez peut-être des enfants, ou qui en voulez, ou qui en avez perdu. Vous qui pensez savoir ce que vous feriez à ma place, ou qui vous dites que jamais, non, jamais, vous ne pourriez. La question n'appelle pas de réponse à voix haute, seulement un mouvement intérieur, aussi discret soit-il. Jusqu'où iriez-vous, vous, pour croire que vous donnez à quelqu'un que vous aimez une vie meilleure que la vôtre? Et si un jour vous découvriez que vous vous étiez trompé, que resterait-il de vous alors ?